Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous traitons un autre exemple de l'application de la méthode des éléments finis pour l'étude de la statique des triés. Le problème à traiter s'énonce comme suit. Soit la structure de la figure formée de deux éléments barres identiques, étant donné les caractéristiques communes des deux éléments, E, A, L et la force F, déterminer le déplacement du point d'application de la force F, les efforts normaux dans les deux barres, et cela par application de la méthode des éléments finis. Avant qu'on aille dans le détail de la résolution de l'exercice, je voudrais revenir sur quelques résultats théoriques concernant les éléments barres. Un élément barre est un élément qui ne travaille qu'en traction-compression. Il est caractérisé par son module de ion de E, sa longueur L et sa section droite S. Pour l'étude, on a défini en général deux repères, un repère local petit x, petit y et un repère global grand X, grand Y, qui peuvent être parallèles ou non selon l'orientation θ de la barre. Un élément barre dispose de deux nœuds, IJ. Dans le repère local XY, on n'a que les déplacements UI et UJ qui sont non nuls car la barre ne travaille qu'en traction-compression. Dans ce repère, la matrice de rigidité de l'élément E peut être écrite sous une forme réduite 2 x 2 ou étendue 4 x 4. Si la barre présente une orientation θ par rapport au repère global XY, il est nécessaire de faire appel à la matrice d'orientation RE, qui lie le vecteur de déplacement nodal au vecteur de déplacement global comme suit. Ensuite, la matrice de rigidité exprimée dans le repère global peut être obtenue par application de cette relation. On commence la solution du problème par la définition du maillage. Comme le montrent les deux figures, le maillage contient deux éléments barres 1 et 2 et 3 nœuds numérotés de 1 jusqu'à 3. Il est très commode d'adopter la description du maillage par le biais d'un tableau comme indiqué sur la diapo. Donc on a deux éléments de type barre, l'élément 1 comportant les nœuds 1 et 2 de section A de module d'ion E de longueur grand L avec une orientation par rapport au repère absolu grand X, grand Y de θ est égal à moins 45 degrés. L'élément 2 comportant les nœuds 2 et 3 de section grand A de module d'ion grand E de longueur grand L avec une orientation par rapport au repère absolu X, Y de θ est égal à 45 degrés. Donc, on a les orientations des barres sont différentes de 0. Les matrices de rigidité des deux éléments dont les repères locaux et global sont différentes, de même pour les vecteurs de déplacement. Il est nécessaire d'adopter les expressions qui incluent la matrice d'orientation vue dans le cours et qu'on va appliquer dans la suite de cet exercice. Après avoir défini le maillage, on va passer maintenant au vecteur de déplacement. Les vecteurs de déplacement des éléments 1 et 2 exprimés dans le repère global grand X, grand Y sont notés respectivement Q1 et Q2. Q1 comporte les composantes U1, V1, U2, V2 et Q2 comporte les composantes U2, V2, U3 et V3. Le vecteur de déplacement de la structure globale s'obtient par l'assemblage de Q1 et Q2 et on a donc en définitive grand Q regroupe les déplacements U1, V1 du nœud 1, U2, V2 du nœud 2 et U3, V3 du nœud 3. Donc on a un vecteur à 6 composantes, ce qui nous permet de dire que la matrice de rigidité globale aura une dimension de 6 x 6. Ayant Q1, Q2 et grand Q, on peut déterminer les matrices booléennes de positionnement A1 et A2 qu'on va utiliser ultérieurement pour le calcul
de la matrice de rigidité globale lors de la phase d'assemblage. Donc, Q1 qui regroupe les déplacements des nœuds de l'élément 1, donc va être égal à 1. Il n'y a à l'intérieur que de 1 et des 0 multiplié par le vecteur grand Q. Et le vecteur Q2 va valoir donc la matrice A2 multipliée par le grand vecteur grand Q. Donc, la matrice A2, elle aussi, elle ne comporte que des 0 et de 1. Donc, je rappelle que A1 et A2 sont des matrices booléennes qui permettent de positionner les composantes du vecteur de déplacement de chaque élément dans le vecteur de déplacement global. L'identification de A1 et A2, ou d'une façon générale des matrices booléennes, permet de systématiser les calculs matriciels pour une programmation éventuelle. Pour calculer la matrice de rigidité de chacun des éléments dans le repère global, on fera appel directement à l'expression de la matrice grand KE qui apparaît sur la diapo et qui tient compte de l'orientation de l'élément, θ. Donc à partir du tableau des données définissant le maillage, on a l'orientation de la barre 1 qui est de moins 45 degrés et l'orientation de la deuxième barre qui est de 45 degrés. En substituant ces deux valeurs dans l'expression de grand KE, on va obtenir les deux matrices de rigidité grand K1 et grand K2 des deux éléments 1 et 2 exprimés dans le repère absolu comme le montre le résultat affiché sur la diapo. Après avoir calculé K1 et K2, il faut procéder à l'assemblage pour obtenir la matrice de rigidité globale de la structure. Donc, il existe deux méthodes pour réaliser cette phase. Donc, la première méthode en utilisant la matrice booléenne d'assemblage AE et la seconde méthode est une méthode directe où on doit procéder à un remplissage de la matrice grand K directement. Donc, voyons de près en quoi consiste la première méthode qui se base sur l'utilisation des matrices booléennes A1 et A2 qu'on a identifiées précédemment. Donc, pour cela, on appliquera directement la relation qu'on a vue au cours. Donc, grand K est égal à la somme de AE transposé KE AE. Et là, on n'a que deux matrices. Donc, on a A1 transposé K1 A1 plus A2 transposé K2 A2. Et donc, un simple calcul matriciel que vous pouvez le faire en utilisant MATLAB ou Excel vous permet d'obtenir la matrice ci-contre. Donc, la contribution de l'élément 1 à travers la matrice grand K1 est mentionnée en couleur jaune. Par contre, la contribution de l'élément 2 à travers la matrice grand K2, elle est indiquée en couleur verte. En ce qui concerne la deuxième méthode, elle consiste à remplir directement la matrice grand K en se basant sur le tableau de connectivité. On a dit précédemment que la matrice grand K va être de dimension 6 x 6 parce que le modèle élément fini comportait deux éléments et chaque élément possède deux nœuds. Donc le vecteur de déplacement total grand Q regroupe les degrés de liberté des trois nœuds composant le maillage de notre structure. La contribution de l'élément 1 à la matrice de rigidité globale se fera donc à travers la matrice grand K1. Le tableau de connectivité indique que l'élément 1 comporte les nœuds 1 et 2, ce qui fait que les degrés de liberté impliqués dans le grand vecteur grand Q, c'est U1, V1, U2, V2 qui sont indiqués en jaune. Donc quand on va procéder au remplissage de la matrice grand K, au fait, on va remplir les cases 1, 2, 3, 4 qui sont indiquées en jaune. Donc, on va positionner directement les éléments de la matrice grand K1 dans cette zone-là. La mise en place des différents éléments de la matrice K1 dans la matrice grand K pour les indices 1, 2, 3, 4 nous permet d'avoir
la configuration ci-contre. En ce qui concerne la contribution de l'élément 2 dans la matrice de rigidité globale grand K, se fera à partir de la matrice K2 et en se basant sur le tableau de connectivité, on sait que l'élément 2 fait intervenir les degrés de liberté U2, V2, U3, V3 qui apparaissent en couleur verte dans le vecteur grand Q, ce qui veut dire que dans la matrice, ce sont les indices 3, 4 et 5 et 6 qui sont mis en jeu. Donc, on doit copier la matrice K2 à l'intérieur de la matrice grand K dans la zone verte. On voit très bien qu'il y a un chevauchement avec la zone précédente qui était délimitée en couleur jaune. Donc, ce sont les indices 3, 4 qui sont communs entre les deux contributions de K1 et K2. Donc, lors de la transcription de la matrice K2 à l'intérieur de grand K, il est nécessaire de faire l'addition donc des éléments nouveaux aux anciens éléments qu'on a déjà disposés à l'intérieur. En conséquence, on aboutira à la matrice ci-contre où on voit clairement la contribution des deux éléments 1 et 2 en couleurs différentes. En définitive, on aboutit à la matrice de rigidité globale trouvée avec la méthode qui se base sur la matrice booléenne AE. À ce stade de l'étude, on peut statuer sur le système d'équations algébriques qui régit la statique de notre structure. Donc, on a le système grand F qui est égal à la matrice de rigidité grand K multiplié par le vecteur de déplacement grand Q. À cet effet, donc, on a un système de 6 équations. D'un côté, on a les forces appliquées au niveau des nœuds, donc fx1, fy1, fx2, fy2, fx3, fy3. Et de l'autre côté, on a les déplacements nodaux des nœuds 1, 2 et 3. Par ailleurs, les conditions aux limites qu'on doit respecter, on a les nœuds 1 et 3 sont des nœuds d'encastrement, donc les déplacements nodaux sont nuls à ce niveau-là. Et selon l'énoncé, on a une force externe qui est appliquée au nœud 2 selon le y descendant, avec un signe négatif. Donc en appliquant ces conditions-là, le système d'équation devient comme suit. La prise en compte des conditions limites définies précédemment permet de simplifier le système original. En effet, en éliminant la partie du système qui correspond au degré de liberté nul, notamment U1, V1 et U3 et V3, comme indiqué sur la diapo, nous permet de ramener le système original qui était de 6 équations en un système à 2 équations uniquement, où on a d'un côté 0 moins f et de l'autre côté on a la matrice de rigidité simplifiée multipliée par U2, V2. Donc la résolution de ce système est simple. On va avoir donc U2 qui est nul et V2 qui est égal à moins 2L sur EA racine de 2 fois F. Une fois le vecteur déplacement nodal de toute la structure a été calculé, on reprend le système avant simplification et on calcule les forces nodales à partir des équations non utilisées dans l'étape précédente. Ce qui fait qu'on va utiliser la première équation, la deuxième et la cinquième et sixième. Donc, ce qui fait, on va avoir directement les composantes fx1, fy1, fx3 et fy3 en remplaçant par les valeurs du vecteur déplacement nodal. Donc, on a déjà U1 qui est égal à V1, qui est égal à U3, qui est égal à V3, est égal à 0. Ça, c'est à cause des conditions limites. Et U2 et V2, nous les avons déterminés à partir du système réduit. Donc, toutes les valeurs sont connues. La substitution
est direct dans le système d'équation. Et on a déterminé fx1 qui est égal à moins f sur 2, fy1 est égal à f sur 2, fx3 est égal à f sur 2 et fy3 est égal à f sur 2. N'oublions pas que au niveau du nœud 2, on n'a pas de composante le long de x et la seule composante qu'on a, c'est moins f, donc c'est l'effort extérieur qui a été appliqué. Alors, si on vérifie l'équilibre statique de la structure globale, donc il suffit de faire la sommation de toutes les composantes selon x. Donc, regardez, fx1 plus fx3 va nous donner 0. Donc, selon l'axe des x, on a l'équilibre statique qui vérifie. Selon l'axe des y, on a fy1 qui est égal plus fy2, pardon, fy1 qui est égal à f sur 2, fy3 qui est égal à f sur 2. La somme des deux va nous donner f. Cette force, elle va s'opposer à la force moins f qui est appliquée initialement. Donc, l'équilibre statique est vérifié selon les deux axes grand X et grand Y. Ayant les déplacements globaux, on peut alors déterminer les déplacements locaux. En effet, pour l'élément 1 par exemple, on peut écrire que petit q1 est égal à R1 fois grand Q1. R1, c'est la matrice d'orientation de cet élément-là. Donc, cela nous permet de transcrire le déplacement calculé dans la base ou dans le repère global. Donc, U1, grand V1, grand U2, grand V2, on va les transcrire dans le repère local pour avoir petit U1, petit V1, petit U2 et petit V2. Ayant ces quantités-là, donc particulièrement ayant la valeur U2, donc c'est le déplacement axial le long de l'axe de la barre 1, donc de l'élément 1. Cela va nous permettre de calculer la déformation de cette barre qui se définit comme étant donc y1 est égal au déplacement du nœud 2 moins le déplacement du nœud 1 dans le repère local divisé par la longueur. Et ayant cette déformation, on peut calculer la contrainte locale en appliquant la loi de Hooke. Sigma est égal à E module de Young fois epsilon. Donc, on va avoir directement donc E fois F fois la racine de 2 divisé par 2EA. Donc, ce qui nous donne directement l'effort normal divisé par A. Donc, l'effort normal grand N est égal à F fois la racine de 2 sur 2. La même démarche peut être faite pour la barre 2 et on va trouver un résultat identique parce qu'on a une géométrie avec un plan de symétrie. Ce même résultat que l'on vient d'obtenir en se basant sur le calcul des déplacements nodaux et ensuite les déformations et par la suite l'application de la loi de Hooke, on peut directement exploiter la relation donnée dans le cours qui donne le vecteur des efforts nodaux. Donc ici c'est moins n1, 0, n1, 0 qui est égal à petit k1 fois le vecteur petit q1. Et donc là, on va avoir directement la valeur de l'effort normal au sein de l'élément considéré. Donc ce sont deux démarches équivalentes pour retrouver l'effort normal au sein de notre élément. Donc on suivra la même démarche pour obtenir l'effort normal N2 au sein de l'élément barre 2.